On va se proposer là de bien comprendre quel est le contenu de cet ouvrage. L'auteur est enseignant, il a enseigné pendant près de 25 ans dans des établissements scolaires français. Il était professeur de français et il a ensuite été rédacteur en chef d'une revue, Les Cahiers pédagogiques, qui sont publiés en France depuis 1945 et qui sont toujours édités. C'est un mensuel donc d'une revue des sciences de l'éducation. Donc cet auteur s'appuie sur ses compétences, son expérience de terrain, ainsi que sur les compétences de ses collègues de la revue des cahiers pédagogiques, et propose dans cet ouvrage, le Apprendre à apprendre, plusieurs éléments, plusieurs thématiques très importantes pour pouvoir permettre aux enseignants, aux formateurs, de proposer des pistes, des stratégies pour développer l'autonomie des élèves, la métacognition, on va voir ça un peu plus tard. Et donc, il donne beaucoup de pistes, beaucoup d'indications pour structurer les apprentissages, pour mobiliser des stratégies, pour aider justement les élèves à connaître leur propre processus d'apprentissage et développer de nouveau et réellement apprendre à apprendre. Là, sur cette slide, vous avez plusieurs termes qui apparaissent très régulièrement dans l'ouvrage et on peut voir là, il est question de métacognition, d'évaluation, d'auto-évaluation. On voit les mots de mémorisation apparaître, de motivation, d'attention, d'organisation, planification, voilà, tout plein de choses. Tous ces thèmes-là sont abordés dans l'ouvrage et ça permet donc de voir les différents éléments fondamentaux qui sont nécessaires à la réussite de tous les élèves. Et cet ouvrage va proposer des pistes et pour que les élèves s'approprient des compétences méthodologiques et donc qui gravitent autour de ces différents thèmes. Donc pour cela, pour vous faire bien voir les choses, oui, pardon, il y a encore des micros ouverts. Pour vous faire bien comprendre les différentes choses, je vous propose de faire 4 grands points. Alors, le temps va passer très vite et on va pouvoir réaliser, ces 4 découvertes, par rapport à cet ouvrage. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de métacognition et de motivation, pardon, des éléments importants pour, l'efficacité des apprentissages. On enchaînera ensuite sur tout ce qui concerne l'attention et la mémorisation, qui sont vraiment aussi essentiels dans le apprendre à apprendre. On fera un passage aussi vers l'esprit critique et la recherche d'informations. Et on terminera avec l'énumération de quelques méthodes et outils pour organiser les apprentissages. Et donc, on a eu ce petit temps de démarrage là qui vous a été proposé. On aura également quelques petites minutes à la fin si vous avez des questions. Donc voici ce que je vous propose pour, les 50 minutes là qu'on doit avoir encore ensemble, avant de nous quitter. Mais donc, on va commencer par le thème, la métacognition et la motivation. Alors à chaque grand thème comme ça, je vous donne déjà quelques mots-clés. On va parler d'autorégulation, de confiance en soi, bon, de motivation, c'est écrit, de l'effort, de l'implication. Et on va surtout définir ce qu'est la métacognition. C'est un terme qui peut définir des choses assez complexes. Alors, je vais essayer d'être claire pour pouvoir vous proposer des choses bien compréhensibles. Donc, par rapport à cette thématique, c'est comment aider les élèves à devenir conscients de leur comportement afin de l'ajuster. Et donc, on parle de métacognition comme un ensemble de processus par lequel chacun d'entre nous, hein, là on parle des élèves aussi, mais nous aussi on est concernés par cette chose-là, donc où chacun d'entre nous régule son attention, choisit de s'informer, de planifier, de résoudre des problèmes et de repérer ses erreurs afin de les corriger. Et c'est ça, c'est ce processus-là qu'on appelle métacognition. On peut aussi le dire de façon plus simplement que c'est se souvenir de comment on a fait, quel processus on a fait pour réaliser une tâche et au final, de se demander comment on s'y est pris pour y arriver et de faire une sorte de regard intérieur, d'introspection
mental pour définir comment on a fait. Et c'est ça la métacognition, c'est de comprendre notre processus pour arriver à réaliser une tâche. Et donc, hop, je passe après. Pour faire métacognition, motivation, ce sont 2 termes qui sont vraiment liés dans l'ouvrage. J'ai mis aussi, à quel moment vous pourrez retrouver des contenus à ce sujet-là. Eh bien, juste là, par chat ou surtout là, vous, dans votre tête, quand je vous présente 2 propositions, pour vous, laquelle est la plus importante? C'est l'élève doit être motivé à apprendre, ça entraînera qu'il réussira, ou est-ce qu'il faut d'abord qu'il réussisse pour qu'il soit ensuite motivé à apprendre? L'ordre n'est pas du tout la même. Et à votre avis, qu'est-ce qui est vrai? Le démarrage, la première proposition ou la deuxième? Dans votre tête, hein, le chat, c'est pas grave. Eh ben, avec ce que je vais vous réexpliquer aussi, c'est que c'est la deuxième. Il faut que l'élève ait des réussites scolaires pour que la motivation s'enclenche et qu'il soit dans cette dynamique. Donc, on est sur la deuxième proposition. Donc, la ressource, elle insiste beaucoup sur la motivation pour persévérer, malgré les difficultés que l'élève peut rencontrer. La motivation, elle est liée à l'estime de soi. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des réussites, avoir des choses positives qui nous arrivent pour qu'on soit ensuite motivé à faire d'autres tâches. Et c'est ça qui est important. Parce que la motivation, hein, c'est quoi la motivation? C'est avoir la volonté d'agir pour atteindre un but malgré les efforts nécessaires. Et donc, pour faire tout ça, il faut déjà avoir un capital positif pour se lancer. Et donc, la motivation, elle est importante. C'est un bon accompagnement pour transformer des défis en opportunités et pour rendre les élèves en action et aller vers des opportunités de réussite. Et ça renforce, après c'est un cercle vertueux, ça va renforcer, ils veulent réussir, ils sont motivés et ils réussissent dans leurs tâches et tout ça, ça va avoir un cercle positif dans leur apprentissage. Et donc, pour rejoindre motivation, métacognition, pour retrouver cette grande thématique de la métacognition, on est dans des stratégies cognitives avec la métacognition. C'est-à-dire qu'on a des processus, des techniques qu'on utilise pour réaliser des tâches. Et ces stratégies métacognitives, donc elles comportent ces fameuses stratégies, mais aussi le contrôle, la régulation de leur utilisation. Autrement dit, on dit que la métacognition, ça consiste à réfléchir à sa propre façon de penser, d'agir, d'apprendre, et d'en évaluer l'efficacité pour l'améliorer. Et c'est ça ce qu'on englobe dans ce grand thème de la métacognition. Alors, ces 3 mots, ils résument ce que je viens de vous dire. Pouvoir apprendre, vouloir apprendre et pouvoir s'évaluer. Ce sont 3 éléments indispensables qui réunissent la motivation et la métacognition. Le pouvoir apprendre, c'est ce que je viens de vous expliquer là, ce sont les stratégies cognitives, c'est-à-dire que l'élève doit être en capacité, bah, d'agir cognitivement avec un niveau suffisant. Au niveau du cerveau, il faut qu'il soit en mesure de réfléchir, de faire une tâche. Donc ça, c'est le pouvoir apprendre. Le vouloir apprendre, on vient d'en parler, c'est la motivation, le vouloir apprendre. Ce sont les buts qui vont orienter la façon dont l'élève va envisager la tâche et ce qui va les pousser à s'engager. Alors, on va pas rentrer dans les détails, l'auteur ne rentre pas forcément non plus très précisément là-dessus, mais il y a des buts de performance et des buts de maîtrise. Et la métacognition se situe dans le pouvoir s'évaluer, parce que là, on est dans le faire le suivi de son activité avec des feedbacks. Des feedbacks, c'est des retours d'informations. Le feedback, il peut être interne, c'est-à-dire c'est le ressenti de l'élève. C'est dur, c'est pas dur, j'y arriverai pas, voilà, des émotions. Et le feedback externe également, reçu
Ça va être ce que vous allez apporter aux élèves dans les commentaires, dans les dialogues que l'on peut avoir, dans ce vous allez donner à l'élève pour qu'il s'auto-évalue et qu'il s'auto-évalue par contre, pardon, et qu'il puisse savoir qu'est-ce qu'il a bien réalisé, moins bien réalisé et donc ce fameux pouvoir de s'évaluer est ce qu'on appelle aussi dans la métacognition. Les feedbacks, les informations que vous donnez à l'élève sont importants et ils peuvent être de 3 ordres. Vous avez des feedbacks de but, c'est-à-dire que vous allez informer l'élève sur l'objectif à atteindre, que ce soit clair pour lui, pour qu'il ait toutes les informations pour se lancer dans la tâche et ça peut l'aider. Justement, métacognition, retour d'informations pour l'aider à ajuster sa façon de faire. Vous avez aussi des feedbacks de processus, c'est-à-dire comment il s'y est pris. Même chose, ça l'aide à changer ses méthodes ou à poser des mots, poser des éléments sur sa façon d'avoir réalisé la tâche. Et on a les feedbacks de résultats, ça on est plus familier de ça. Ce sont les notes, ce sont les éléments que l'on peut donner et c'est pour voir, ça donne une indication sur ce qui est réussi ou est-ce que le but a été atteint ou pas atteint. C'est plutôt là par rapport au résultat final. Et donc ça, je vais vous montrer après, voilà, une toute petite image qui résume tout ça, l'image de gauche. Donc ces éléments-là, si ça vous intéresse, là, l'ouvrage en parle pendant de nombreuses de pages, mais vous avez peut-être envie d'en savoir plus. Vous allez retrouver, dans le site réseau Canopé, en tapant métacognition et c'est Joël Proust qui a beaucoup, aussi, avancé sur ces thématiques et qui a, réalisé ces illustrations et elle met en image, là, ce que je viens de vous expliquer par rapport à ses motivations, ses buts de performance et ses buts de maîtrise. Et on est vraiment dans la métacognition. Et avant d'aller justement dans le concret au niveau des l'exemple aussi que, Jean-Michel Zakartchouk, donne, vous avez le petit dessin là avec les bulles sur le côté là, où là, ce sont les sentiments qui sont favorables à l'engagement. Donc on est toujours métacognition et motivation, tout ça est bien lié et donc dans ces sentiments favorables à l'engagement, donc l'engagement, c'est le moteur de l'action, ce qui va lancer les élèves dans la tâche et ben, ce sont des évaluations inconscientes des fois, hein, qui déterminent la motivation de l'élève à poursuivre dans son travail. Et les 4, donc il y a l'intérêt. Est-ce que cette activité est attractive pour l'élève? Est-ce qu'il y a un effort à faire? Et ça, avant de se lancer, il va se demander si c'est réaliste pour lui, si, c'est dissuasif, si ça va être trop facile, ça va aller, mais si c'est trop compliqué, ça va être dissuasif pour lui. Il va se demander également si c'est important pour lui. Il a peut-être des objectifs à long terme et il se demande ça. Et il va aussi se demander par rapport à la probabilité de succès. Avant de faire la tâche, il va anticiper ses chances de succès. Et tout ça, c'est cet ensemble-là qui se cache derrière les 2 termes de métacognition et de motivation. Donc l'auteur, lui, il est très clair aussi au niveau des points qui sont importants et l'ouvrage vraiment il expose bien et la partie métacognition est vraiment, bien fournie. Il va lister, j'ai repris quelques points. Donc d'abord, élaborer un objectif clair, c'est-à-dire quand on lance l'élève en activité, expliquer clairement ce qu'il est attendu de lui. Petite question là, où on va? Comment on saura si on y est arrivé? Qu'est-ce qui est attendu? Différentes étapes, tout ça c'est important. Ensuite, on donne du sens à l'action pour qu'il se soit compris. À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on travaille? On donne des consignes, mais c'est tel objectif pédagogique qui est recherché. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est important? On hiérarchise aussi, ça va l'aider. Également, on propose des défis réalisables. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si, il trouve dans les efforts à faire que c'est trop, il se ne voit pas surmonter,
cette montagne que représente pour lui cette réalisation, eh ben, il ne va pas se lancer, il ne va pas s'engager. Donc, essayez d'avoir des objectifs qui sont compatibles avec les élèves. Alors, je sais bien qu'il y a beaucoup d'élèves, tous avec des niveaux variés, et c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est aussi des pistes qui peuvent vous aider à aider l'élève à apprendre à apprendre. Donc ces éléments-là, la planification, le contrôle, l'évaluation de ses propres stratégies pour atteindre un objectif, on est vraiment là dans la réflexion sur ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et on est pleinement dans la métacognition. Autre élément que Jean-Michel Zakhartchouk montre vraiment et insiste vraiment dans ses propos, c'est le droit à l'erreur. Il faut accorder ce droit à l'erreur, ne pas le rendre négatif, que c'est au contraire quelque chose de très positif, parce que c'est parce qu'on se trompe que l'on apprend. C'est une opportunité d'apprentissage et on modifie ses stratégies. Mais l'élève doit se sentir en pleine confiance dans ses erreurs. Pour ça qu'aussi le climat de sécurité est important également au niveau des échanges de la classe et de l'attitude que l'on peut avoir en fonction des tests et des essais-erreurs qu'il veut faire. Et donc, on valorise, on encourage, on insiste sur les efforts et tout ça, et ou à changer de stratégie. C'est aussi des moments importants de prise de confiance de l'élève. Alors, il propose des activités. À chaque fois, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Donc, pour la motivation et la métacognition, il parle des exercices avec lesquels on peut faire parler l'élève sur les stratégies qu'il a employées pour réaliser cet exercice. Donc, en posant des questions bien ciblées. Quelle étape avez-vous suivi pour réaliser telle ou telle chose? Qu'est-ce qui vous a aidé à résoudre ce problème? Voilà, en ayant une discussion accompagnée avec des questions claires pour que l'élève puisse pointer, comprendre comment il a fait, et ben tout ça, ça va rendre explicite, c'est le mot le plus important, j'aurais dit le mettre en gras. C'est-à-dire que ça va lui faciliter la tâche et il va comprendre comment il a procédé pour apprendre, pour réussir, et il va avoir après une auto-évaluation, le pouvoir s'évaluer. Il va être en mesure de savoir où sont ses forces et ses difficultés et surtout où sont les marges de progression qu'il a encore face à lui et auquel il pourra s'orienter, enfin, faire des efforts. Et ça renforce aussi la confiance parce que il se sent en mesure d'atteindre les objectifs et il sait comment il peut le faire. Donc ces petits éléments sont proposés par Jean-Michel Zakhartchouk et vous avez également la proposition d'activité d'organiser un carnet de bord d'apprentissage. Où là, l'auteur explique que l'élève qui va noter, sur un carnet, semaine par semaine ou enfin après c'est vous qui voyez la régularité et le rythme à donner à ça, mais où il va noter ses différentes stratégies, ses différentes avancées suite à ses questionnements et ses réussites également. Et ça va permettre de mieux comprendre déjà ce qui va le motiver, ce qui est c'est également essentiel dans la régulation des émotions et de la cognition. Donc c'est ça, dans le apprendre à apprendre, de formaliser, d'aider les élèves à formaliser le comment ils fonctionnent et ça contribue réellement à la réussite des élèves et à leur, heu, leur engagement et leur motivation dans les tâches. Et on va avoir encore un dernier élément. On parlait tout à l'heure d'explicitation, je disais c'est vraiment très important. Là, on rejoint à nouveau, on est sur la même, thématique. Verbaliser les stratégies d'apprentissage, c'est vraiment ce qui va aider les élèves à comprendre comment ils réalisent les tâches et donc tout ça, après une tâche, on leur demande à nouveau avec des questions bien ciblées de comment il a
pu réaliser, quelle stratégie il a rencontré et surtout nommer les obstacles. Ce qui fait que vous pourrez ensuite orienter, faire passer les éléments sans dans toute, enfin, pas plus facilement que quand il y a pas de retour réflexif de la part de l'élève. Donc ces activités vraiment développent la métacognition parce que ça insiste vraiment chez l'élève à prendre conscience de comment ils font, quelles sont leurs stratégies et comment on réfléchit pour s'améliorer. Donc tout ça par des méthodes actives. Vous voyez, là, on est vraiment dans le questionnement, dans une activité de cahier de bord, de ces choses-là. Donc on intègre petit à petit ces techniques pour aider les élèves à mieux se connaître, se situer dans les apprentissages et donc à apprendre à apprendre. Alors maintenant, on va passer dans le deuxième thème que je vous proposais, c'est-à-dire l'attention et la mémorisation. Donc déjà, on a vu, hein, dans l'étape d'avant, tout ça, la métacognition motivation, c'était crucial pour l'apprentissage efficace, mais on va voir maintenant que l'attention est aussi important parce que ça permet de rester concentré et de s'investir dans une tâche. Et c'est lié parce que grâce à cette concentration, eh ben, les élèves mémoriseront mieux. Donc là, mes petits mots-clés que je dis à peu près à chaque fois. On va être un peu dans l'équilibre, l'équilibre attentionnel. On va parler de concentration, de cible attentionnelle et puis, bah, il y a des distracteurs, c'est ce qui embête bien les élèves, mais c'est aussi un élément à repérer, justement, pour lutter contre les distracteurs et s'orienter, se focaliser sur quelque chose. Alors, aussi, petite question, l'attention, la mémorisation. Là, je vais vous demander, alors pareil à l'oral, hein, dans votre tête, essayez de vous demander, à votre avis, quelle est la meilleure méthode pour mémoriser efficacement, c'est-à-dire à long terme, hein? Qu'est-ce qui est le mieux? Résumer des contenus, se tester, relire plusieurs fois ou surligner des passages les plus importants? Je passe vite. Où est ma souris? Hop là, attendez, oui, c'est bon. Si je perds mon truc. Je vous donne tout de suite la réponse parce que, le temps passe et on faudrait pas non plus, ne pas arriver à la fin. Donc pour aider, à mémoriser, et ben, la meilleure méthode, c'est se tester. Alors la mémorisation, elle est importante quand elle est active. Il faut se poser des questions, ça nous oblige à réfléchir, à aller chercher dans notre mémoire, ce qu'on a dû apprendre et donc le meilleur moyen, ce qui est le plus efficace, c'est ça, c'est se tester. Après ensuite, c'est étaler les révisions dans le temps pour que on apprenne quelque chose, on laisse un peu de temps, on revient, c'est-à-dire qu'on réactive. On appelle ça la reprise, des reprises espacées, c'est-à-dire que plus ça va, plus on augmente le temps entre les étapes de mémorisation et ça peut, voilà, faire passer plusieurs semaines et tout ça et c'est grâce à ce cycle que on va mémoriser pour le très long terme. C'est-à-dire qu'on aura appris quelque chose et ça va rester. Ça va pas disparaître d'une année à l'autre. Et vous voyez que le relire, évidemment, vous avez certainement pensé à ça et c'est aussi des méthodes qu'on a pu nous-mêmes, expérimenter. Mais le relire, c'est une exposition passive à un contenu et c'est très bien quand on a quelque chose à faire pour dans 2 heures, très peut-être un petit peu pour le lendemain, mais ça n'a aucune efficacité pour la mémorisation à long terme. Donc c'est vraiment une méthode qui est la plus faible au niveau de la mémorisation. Donc, qu'est-ce que la recherche valide? Eh ben justement, elle valide l'effet test, c'est-à-dire se questionner pour chercher la réponse. Elle valide les feedbacks proches, c'est-à-dire que quand on questionne les élèves, il est important de donner très rapidement la réponse, la correction, puisqu'il il émet des suppositions et il propose une réponse.
il ne faut pas que la correction arrive trop tardivement parce qu'il n'aura pas le temps d'ajuster. Il faudra qu'il désapprenne quelque chose pour apprendre quelque chose de nouveau et donc ces éléments doivent se faire de façon très rapprochée. On parlait d'étaler les révisions, c'est ce que j'exprime dans l'apprentissage espacé, donc revenir plusieurs fois avec des temps de mémorisation. Quand on apprend des procédures comme, faire du vélo, comme, faire, des opérations mathématiques, comme, des choses comme ça, les procédures, elles, c'est bien de les regrouper et de faire un apprentissage massé. Mais bon là, on est un peu hors sujet, on ne va pas rentrer là-dedans. Et les reprises, par contre, là, oui, c'est vraiment, répéter, répéter, refaire plusieurs fois pour que la mémorisation soit efficace. Donc c'est vraiment ce qui est important, récupération en mémoire par des exercices, des reformulations, des résumés, tout ce qui est mise en application, en faisant des liens, des tests et tout ça, des taux d'évaluation. Donc c'est aussi ce que l'auteur, explique, dans les différentes pages qu'il consacre à cette thématique. Et on a également, alors il dit exactement, hein, les mêmes mots, pas dans le même sens, mais c'est pour ça que j'ai remis, parce que les 4 piliers de l'apprentissage ont été identifiés par Stanislas Dehaene, qui est un chercheur, et qui a relie finalement ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de dire. C'est l'importance dans l'apprentissage, donc là on est aussi nous dans apprendre à apprendre, donc les élèves doivent être conscients de ce qui se passe, que l'attention, l'engagement actif, le retour sur l'erreur et la consolidation en mémoire sont les éléments piliers de l'apprentissage. Donc pourquoi tout ça? Si je reviens sur les termes, l'attention, c'est parce que quand on est attentif à quelque chose, on provoque une alerte. On oriente de façon sélective sa conscience. Et c'est ça, quand on est attentif, ça permet d'établir le contact pour avoir ensuite un accès au sens et à la mémorisation. Donc il n'y a pas de mémorisation s'il n'y a pas une certaine attention. Ça amplifie l'attention, ça amplifie l'information sur laquelle nous nous concentrons et c'est pour ça que, bah, c'est un pilier, c'est indispensable. L'engagement actif, on a vu, hein, l'engagement, la motivation, l'implication, c'est faire des essais, des erreurs, c'est faire des ajustements et dans l'action, c'est aussi ça, c'est un énorme, intérêt par rapport aux apprentissages. Le retour sur l'erreur, on a aussi parlé, c'est tout ce qui était les feedbacks, les corrections que vous pouvez donner, les indications qui permettent à l'élève de s'ajuster et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et cette consolidation mnésique, avec tout ça, eh ben, elle est facilitée et avec les quelques méthodes que l'on a pu voir, le testing, l'apprentissage espacé ou entremêlé, parce qu'on peut apprendre plusieurs éléments différents en même temps, il n'y a pas de difficulté au niveau du cerveau. Et donc tout ça sont des éléments importants par rapport au savoir, par rapport à l'apprentissage et que l'élève en soit conscient, c'est aussi intéressant. Donc là, j'ai juste dans cette slide, résumé sous forme d'un sketch note, donc c'est pris sur, une ressource qui est disponible sur, la plateforme Canotech, qui est en ligne et qui concerne les capacités attentionnelles. Comme je vous ai expliqué beaucoup de choses que je n'ai pas trop écrites dans les slides, je préférais vous montrer cette image. Donc le petit 1 là-haut, en haut, enfin là-haut, je l'aborde pas, c'est sur les fausses croyances qu'on peut avoir que les enfants sont de moins en moins attentifs parce qu'ils passent leur temps sur les réseaux et tout ça, donc bref, il y a rien qui prouve que l'attention, est moindre à l'heure actuelle que nous ou que d'autres personnes, dans les années passées. Donc on évacue ça. Mais là, moi, ce que je vous ai beaucoup expliqué, c'est à partir du thème 3, on est vraiment dans l'orientation, la focalisation, donc ce qui veut dire que les distractions, il faut que les élèves apprennent à les repérer pour pouvoir les bloquer. Un bruit, on se distrait facilement et ben, il faut qu'ils comprennent comment ils peuvent revenir et se reconcentrer et pour ça, bah, on identifie ce qui est distracteur. La surcharge cognitive, c'est aussi indispensable de s'intéresser à ça parce que en fonction de l'âge des enfants,
selon donc leur étape de développement, parce que le cerveau est totalement achevé dans son développement que vers 25 ans. Vous voyez qu'au final, ceux qu'on a en face de nous ne sont pas terminés, pour dire les choses, assez légèrement. Ce qui veut dire que leur capacité attentionnelle et leur mémoire de travail, on appelle ça la mémoire de travail, elle est limitée. Donc il faut pas donner trop d'informations. Quand on a des supports aussi, et ben, des supports, des présentations, il faut aussi faire attention à ça, parce qu'ils ont beaucoup de choses à manipuler et ça peut beaucoup fatiguer et décourager. Et puis on a vu par rapport à la motivation, par rapport à tout ça, ben, d'encourager les élèves dans les efforts, c'est aussi un cercle vertueux par rapport à tout ça. Donc on est vraiment l'attention, c'est indispensable parce que ça permet au cerveau de sélectionner ce qu'il doit traiter en priorité. Parce que ça permet une connexion et c'est ça qui doit être l'objet de l'attention et ça entraîne une réaction de la part de l'élève. Donc formaliser, expliquer ce qui se passe, ça peut vraiment les aider à mieux orienter leur attention. Et c'est également vous qui donnez des indications sur le niveau d'attention attendu et c'est vous qui allez expliquer, voilà, à tel moment, il faut vraiment écouter parce que là, c'est essentiel et tout ça. Et l'élève va moduler, il va apprendre à moduler ses efforts, son engagement et sa concentration en fonction du contenu et de ce qui est important à retenir. Et ça va être de façon volontaire. Donc toutes ces choses sont vraiment très importantes et très, très complexes. Là, c'est vrai, c'est très rapide, l'ouvrage en parle. Je vais vous expliquer là juste une petite activité que le monsieur Zakarchtuk explique. Mais vous retrouverez également les fondamentaux, c'est une ressource que vous avez aussi à l'AFE, à la LFE vous avez des petites vidéos pour des plus jeunes, là, c'est vrai qu'il y a aussi des lycéens, des collégiens là, mais ça permet d'avoir, des informations très claires, sur ce qui est en jeu, dans cette attention et dans ces éléments-là. Et je parlais de cible et d'équilibre, par rapport à la tâche aussi, ce qui est important dans la concentration, parce qu'il faut dire aussi à l'élève comment c'est se concentrer, parce que si on dit: «Concentrez-vous», il ne voit pas ce qui se passe. Mais au final, c'est d'avoir une cible, c'est-à-dire d'orienter son attention sur quelque chose, dans le but de réaliser quelque chose et également en ayant un mode d'emploi. Et c'est comme ça qu'il va avoir une intention qui sera clair et unique et qui va lui permettre de s'engager dans la tâche. Et vous voyez que là, avec le deuxième petit point, eh ben, on retrouve la métacognition et la motivation qui est liée. Donc, pour être concret, je vérifie l'heure parce que le temps passe et il faut pas que j'oublie non plus, d'accélérer peut-être un petit peu, mais pas parler trop vite, je fais bien attention. Donc, Jean-Michel Zakarchtuk explique par rapport à l'attention et la mémorisation, une activité que vous faites certainement, les schémas, les infographies, les posters. Donc, faire créer les élèves des éléments comme ça visuels qui permettent de synthétiser une information et de l'organiser de façon logique. Vous avez également la carte mentale, hein, le mind mapping. Vous avez le nœud central qui représente l'idée centrale de ce que vous travaillez et avec des branches et des sous-mots-clés, vous avez, l'organisation de la connaissance qui est schématisée sous forme, d'arbre, on va dire. Et cette carte mentale, elle est intéressante aussi parce qu'elle permet d'être clair, d'avoir des mots-clés, donc une compréhension qui évite cette surcharge cognitive là qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure et la mémoire est mieux sollicitée parce que ça permet d'avoir des indices de rappel, des éléments par la couleur, par les dessins, par les mots, les choix que l'élève a pu opérer et tout ça facilite grandement la mémorisation. Donc ces techniques permettent donc aux élèves d'avoir des outils pratiques qui vont structurer les savoirs et leurs connaissances et les aider à apprendre à apprendre.
On est toujours dans cette même logique. Donc ces éléments, ces activités, ce sont des méthodes et des outils qui vont apprendre et qui va leur permettre donc de développer ces compétences et qui vont les aider à structurer leurs apprentissages. On passe à la troisième thématique, l'esprit critique. Donc on va explorer la suite de l'ouvrage. Vous avez à nouveau un chapitre qui concerne l'esprit critique et comment l'exercer en classe avec vos élèves. Et l'auteur explique qu'il est vraiment important de s'intéresser, enfin de permettre aux élèves de leur apprendre à se questionner et à questionner pour s'informer. Donc, je suis partie également d'une image pour synthétiser et pour être le plus clair possible dans mes propos, et on verra ensuite différentes activités que l'auteur propose. Alors, il s'intéresse beaucoup, Monsieur Zakarchuk, sur le savoir rechercher l'information pour savoir la trier et l'exploiter. Par rapport à l'esprit critique, on est dans une activité constante, c'est-à-dire un état où on a un certain recul, une certaine façon constructive de regarder le monde ou l'information ou un document et de façon constructive, de le critiquer de façon constructive, mais on n'est pas dans le doute généralisé. Il ne faut pas que ça devienne ce biais-là où, on critique tout. Le terme n'est pas dans ce sens-là, dans le doute généralisé, mais il est plutôt dans ce que le terme grec à l'origine du mot critique vient, c'est-à-dire le mot krino, qui est plutôt passer au crible, c'est-à-dire analyser, avoir une posture interrogative et de se mettre à distance pour de questionner les affirmations afin d'avoir un positionnement, rigoureux. Et cette image, elle montre donc les différentes postures de curiosité, d'écoute, de modestie, de lucidité, voilà, être conscient qu'on ne sait pas tout, être conscient que l'information peut être tronquée, qu'il peut y avoir des préjugés, qu'il faut distinguer les faits des interprétations. Voilà, cette roue indique des attitudes qui favorisent cet esprit critique. Et c'est ces éléments indispensables à essayer de sensibiliser les élèves, de tous âges. Et donc, Jean-Michel Zakarchtouk exprime les choses de cette façon-là. Pour lui, ce sont des principes et des pratiques qui sont nécessaires de développer et on peut le développer de différentes façons. Alors déjà, sa définition, de l'esprit critique, là, elle est vraiment dans la capacité d'analyser, d'évaluer et de mettre en question les informations. Parce qu'il est important de comprendre ce qu'est un argument. Les élèves devraient savoir distinguer les faits des opinions et c'est ça, leur apprendre à, évaluer la fiabilité des sources. Et donc les stratégies, bah, ça va être d'apporter par des pédagogies actives, des approches comme encore des discussions guidées ou comme l'analyse concrète avec des exercices collaboratifs pour mettre en action, au niveau des compétences documentaires aussi qui peut aider les élèves à mieux s'imprégner de cette thématique et de cette posture de l'esprit critique. Alors, dans les exemples d'activités, il y a beaucoup d'activités qui sont listées. Il parle des exposés, des recherches documentaires, sur des sujets qui font débat, des sujets controversés, parce qu'au moins comme ça, il y a aussi cette notion d'écoute des avis des uns et des autres et la fonction de débattre est aussi intéressante dans l'apprentissage de l'esprit critique. Et il explique également qu'il y a la réalisation de bibliographies ou de cytographies dès qu'on s'intéresse à internet, ce qui permet d'avoir des choix et de justifier ces choix pour telle ou telle, ressource et donc tout ce travail sur les médias aussi peut se poursuivre par la création
propre d'un média, d'un journal ou d'une radio, fabriquer une radio, web TV, qui permettent, en faisant, de comprendre, d'analyser ce qui se passe derrière. Et là, je vais sur 2 slides détailler. Il parle, lui aussi, dans un exemple d'activité, sur l'analyse critique d'un article, avec l'objectif d'apprendre à identifier les biais de raisonnement, des biais d'argument également, et de permettre comme ça d'évaluer la crédibilité des informations dans un document. Donc d'abord, on choisit un article sur un sujet d'actualité ou qui fait débat, et on fait une lecture guidée avec les participants, avec les élèves, qui vont lire et repérer les affirmations principales. Et ensuite, l'étape je vais trop vite, excusez-moi. L'étape d'après, guidée à nouveau, alors soit à l'oral, mais vous avez aussi toutes les grilles d'analyse que vous pouvez proposer et qui peuvent guider, de façon plus autonome les élèves, où ils vont avoir des éléments bien définis pour juger de la fiabilité d'une source. Parce qu'également, ça ne s'improvise pas. Ils ne peuvent pas dire, sans avoir pratiqué avant, ce qui peut être fiable ou pas fiable. Donc, une sorte de grille d'analyse, de questionnement, à suivre pour, les amener à prendre ce recul par rapport aux informations que l'on peut, trouver sur, le net ou que l'on peut recevoir, par rapport aux réseaux sociaux ou aux activités qu'on a sur les téléphones ou des choses comme ça. Donc ça permet, voilà, de questionner, d'avoir des preuves, de s'appuyer sur des affirmations, de voir ce qui relève de l'opinion ou plutôt de l'argument, enfin voilà. Ces questions-là qui vont permettre d'orienter, et ensuite, une quatrième étape de discussion de groupe. Bah, déjà, discuter, c'est également confronter les avis des uns et des autres et apprendre. Le débat, la discussion, c'est aussi une forme d'esprit critique, et donc d'encourager ces observations, de les partager et de confronter les points de vue, c'est aussi une étape indispensable. Et après, une synthèse où chaque participant peut rédiger une conclusion argumentée et par rapport à la crédibilité de l'article. Donc ça, c'est une sorte d'activité clé en main, qui pour lui favorise vraiment le développement de compétences analytiques et une prise de recul face à une information. Et ça les aide à critiquer de façon constructive. Ne pas rejeter tout de suite les choses, mais justement de façon constructive, comment développer cet esprit critique et cette ouverture par rapport à des avis différents ou des éléments, quels on aime qui ne nous conviennent pas, mais que l'on peut voir et entendre, justement par rapport à cette pensée critique que l'on peut avoir. Donc, dans son ouvrage, vous avez quelques exemples comme ça et puis les activités que je vous ai parlé au démarrage là, au niveau de la création de médias ou de choses comme ça, et si les éléments ne sont pas assez complets, vous avez également le site du Clémy avec, donc le clémy.fr qui est, spécialiste donc de l'éducation aux médias et à l'information, et vous allez pouvoir trouver des fiches, d'idées de séances pédagogiques pour former justement les élèves à la recherche de l'information, à la vérification de la validité, et également d'autres points, peut-être plus précis, décrypter les images, repérer, des éléments, et tout ce qui est démarche scientifique aussi, ça peut être des axes de travail qui favorisent cette prise de recul et cette thématique-là, cette grande thématique de l'esprit critique. Alors, nous arrivons à la fin de ce troisième thème et nous allons nous lancer dans le quatrième thème pour les minutes qui nous restent. Donc ce quatrième thème, c'est les outils et les méthodes. Alors le livre, hein, dans l'ensemble, parle beaucoup d'outils et de méthodes, et j'ai regroupé, là c'est pour ça qu'après je n'ai plus ciblé des pages dans l'ouvrage, mais je laisse, un grand panel d'outils et de méthodes que vous retrouverez, en parcourant l'ouvrage. Donc il explique
que les stratégies pour favoriser un apprentissage actif, elles sont, facilitées. Donc quand on a des activités interactives avec les élèves, on est dans l'engagement, hein, ce qu'on avait au début. Quand on encourage également les élèves à exprimer leurs différentes manières d'apprendre, ça aide aussi à cet apprentissage actif et ce apprendre à apprendre, hein, qui est l'objet vraiment de tout le livre. Introduire des exercices qui favorisent la mémorisation et l'autonomie. Vous avez vu qu'au final, tout le long de son ouvrage, il parle vraiment d'expliciter. À chaque fois, il y a des questionnements qui vont aider les élèves et c'est vraiment ce qui est important. Leur faire comprendre comment on mémorise. Qu'est-ce qui va les aider et quelles sont les bonnes méthodes pour s'intéresser à cette thématique. Vous avez aussi tout ce qui concerne l'autonomie, la créativité, donc qu'est-ce qui va aider ces choses-là? Donc on peut guider les élèves dans la découverte de leur propre méthode. On n'impose pas une méthode pour tous, mais chacun, en proposant plusieurs, va pouvoir, choisir et puis voir ce qui lui correspond le mieux. Encourager les élèves à analyser leurs erreurs et ajuster leur stratégie, c'est également important et ça construit leur confiance en eux et vous avez vu le cercle vertueux de la motivation, de l'engagement et de toutes ces choses-là. Donc c'est aussi un élément important à cultiver avec vos élèves. Vous avez, lié à tout ça, la bienveillance, un climat de bien-être où on a vu que l'erreur est indispensable et n'est pas négative. Donc c'est aussi un élément important dans l'environnement d'apprentissage pour que tout ça soit favorable. Varier les activités, les supports, s'adapter. Alors il y a des élèves, on a beaucoup d'élèves et c'est pas simple, de proposer des activités qui répondent à tous les besoins particuliers des uns et des autres, mais c'est justement dans la variété, dans les choix qui peuvent être proposés que, les élèves prendront ce qui correspond le mieux à leur capacité, leur envie. Vous avez également des moments de réflexion, donc on a vu dans la métacognition, c'est important pour que les élèves prennent du recul sur leurs apprentissages et sachent vraiment ce qu'ils réalisent et ce qui se passe. Donc par rapport aux méthodes, par rapport aux outils, là encore d'autres éléments qui sont cités par l'auteur, monsieur Zakarchuk. Vous avez la prise de notes qui peut être aussi un axe de travail, parce que structurer ses idées, organiser l'information, c'est important aussi. Ça facilite la mémorisation. Verbaliser, on a vu que c'était un peu le cheval de bataille parce qu'à chaque fois, c'est questionner, expliciter la démarche. Le dialogue pédagogique est aussi très important pour l'auteur. Les techniques d'organisation, tout ce qui va permettre de structurer les tâches, structurer le temps pour améliorer son efficacité et à nouveau donc diversifier vraiment les approches, les stratégies pour que tous les élèves se retrouvent dans les activités qui sont proposées. Alors, on va arriver là, il reste plus que 4 minutes, donc je vais assez rapidement passer sur le travail coopératif. Je voulais proposer encore un autre exemple concret qui est abordé dans l'ouvrage, mais on l'a déjà bien évoqué par rapport à toutes les slides que l'on a présentées, que j'ai présentées. Monsieur Zakarchuk Heu, enfin, voit vraiment l'intérêt de ce travail coopératif parce que pour lui, la relation entre les élèves, les interactions dans le travail, c'est aussi important parce que certains vont partager des idées ou des méthodes, des façons de résoudre des choses ou de se mettre en activité qui peuvent être utiles à tous et c'est souvent un climat favorable d'interaction. L'enseignant devient médiateur, facilitateur dans les échanges. Il encourage, il contribue à à au travail, individuel et collectif, donc c'est aussi important et ça permet donc de stimuler à nouveau, par une autre méthode active, ce travail de formation et d'apprentissage, du apprendre à apprendre. Donc
Je termine par cet dernier exemple au niveau des outils et des méthodes, qu'il propose par rapport à ça. Donc vous avez aussi donc les types d'activités, d'exercices, les discussions de groupe, donc vraiment là dans la coopération, c'est important, dans la résolution de problèmes, dans des manipulations concrètes. Tout ça, la découverte de méthodes qui leur conviennent le mieux sera facilitée grâce à ces travaux et ces activités, collaboratives. Donc là, ça on arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie pour votre écoute. Là, si je voulais résumer le apprendre à apprendre, hein, vous avez vu, on est vraiment dans une combinaison, de réflexion où l'élève va apprendre à réfléchir sur lui, sur sa façon de faire. Ces activités, ces façons d'être aussi de votre part vont permettre de structurer de façon méthodique, avec une expérimentation guidée et soutenue par un enseignement différencié. Tous ces outils concrets qui vont pouvoir, manipuler et s'exercer vont leur permettre de développer ces compétences transversales qui sont indispensables, heu, le fameux apprendre à apprendre qui va leur permettre de passer leur vie d'élève dans de bonnes conditions.